Eh bien, bonjour et toujours bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui nous avons tracé une ligne d'évolution dans un sens, à mon sens. Et si on prolonge cette ligne d'évolution, on atteint un état d'ultime perfection. La fraternité, la paix universelle, l'égalité, la liberté et la fusion avec le principe créateur, l'extase, que d'autres appellent l'éveil, la béatitude, le nirvana. Voilà, cet état, l'humanité dans son ensemble, intuitivement cherche à l'atteindre, à atteindre cet état de sérénité absolue, de bonheur absolu, de quiétude, voilà. Et pour construire cet état de perfection, il faut passer par parfois l'antagonisme, la compétition féroce, etc., comme nous le connaissons encore aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que nous travaillons et que nous réglons progressivement. Alors, je m'appuie pour, pour préciser cette théorie sur des ouvrages. Et là, par exemple, en ce moment, je travaille sur cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Ça doit être un peu rébarbatif pour beaucoup, mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout de cet ouvrage-là. Je ne sais pas ce qui me pousse à ça, mais j'ai l'impression que d'abord, il stimule vraiment ma réflexion, parce que c'est un petit peu l'histoire du concept d'humanité, du travail que les hommes font pour développer cette idée d'humanité qui maintenant est de plus en plus consciente dans l'esprit de l'ensemble humain. Déjà parce que les médias, voilà, sur les 8 milliards d'êtres humains, une grande partie ont accès à la télévision, accès au cinéma, accès à la culture, à une culture universelle, et donc ont cette vision d'appartenir à une seule grande, un seul grand organisme, l'espèce humaine que nous appelons l'humanité. Voilà. Donc, je vais reprendre la lecture où j'en étais. Je l'avais arrêté ici. Mythologie du tiers-monde. Voilà, mythologie du tiers-monde. Alors, je commence à lire et je découvre en même temps que je lis et je commente si je pense que c'est intéressant à faire. Alors, mythologie du tiers-monde. Donc, on a vu dans les passages précédents comment la colonisation, par exemple, était partait sur des principes qui se voulaient universalistes, justement, amener le progrès que l'Occident avait découvert. Voilà, c'était la, la colonisation a été vendue, en somme, aux peuples euh, coloniaux, en fait, sous des prétextes généreux. Et malheureusement, ce qui s'est réalisé, c'est que les idéalistes ont cédé le pas aux
aux prédateurs. Et c'est un système prédateur qui s'est plutôt imposé. Ce n'était pas un système égalitariste, ce n'était pas un système qui voulait l'égalité, qui prônait l'égalité. C'était un système plutôt narcissique, donc qui se considérait, l'Occident se considérait, avait une image grandiose de lui-même et imaginait que sa culture était la seule digne de ce nom et que c'était... Voilà. Alors, le niveau de conscience était encore bas. Alors, il évolue ce niveau de conscience au sein de l'humanité. Et progressivement, on commence à avoir une vision différente, une vision beaucoup plus large de ce qu'est la culture, avec beaucoup plus respectueuse de toutes les cultures. Et on se rend compte d'ailleurs à quel point les cultures anciennes ont des valeurs qui vont être fondamentales pour la suite de l'évolution de l'humanité. Des valeurs de respect de la nature, des valeurs justement de fraternité, des valeurs de respect d'autrui, etc. Qu'il va falloir que l'Occident, qu'on pourrait dire l'adolescent, dans son adolescence, c'est peut-être ça, il va falloir qu'il commence à écouter ses pairs, donc les civilisations anciennes, les civilisations traditionnelles, qui commencent à manifester leur mécontentement de ce fils turbulent, violent parfois, de ce fils narcissique, etc. Et qui dit tais-toi, toi tu comprends rien, laisse-moi faire, c'est moi qui... Voilà. Donc on est en train de sortir de ce mécanisme de narcissisme. Mais ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de tension. Donc je commence à lire. Le mythe du tiers-monde a connu ses heures sauréliennes. Elles furent celles de son apogée. Il mobilisait, dans l'avant-garde de la révolution mondiale, des peuples encore affrontés à l'arrière-garde des puissances coloniales. Il revêtait alors tous les traits décrits par Georges Sorel, la simplification, l'agressivité, la violence. La simplification, concept unificateur, il rassemble dans un agglomérat disparate des cultures diverses dont il absorbe les différences dans une référence commune à la recherche du développement. Pour autant, les images qu'il projette sont variables, sinon discordantes. Les premières représentations du tiers-monde retiennent un commun dénuement. Toynbee y voyait les nations prolétaires, alors que pour Sartre, dans les années 50, la Terre comporte 2 milliards d'habitants, soit 500 millions d'hommes et 1,5 milliard d'indigènes. Voilà. Et ça, c'était dans les années 50. Comme quoi, on avait encore cette vision-là. Et là, on peut mesurer à quel point la conscience universelle et la conscience égalitariste, on pourrait dire, a progressé dans l'humanité. On ne pourrait plus parler comme ça. On a d'abord, juste après ces années 50, les révoltes ont explosé sur tous les continents et dans toutes les civilisations qui étaient opprimées, qui étaient colonisées. Et donc on a fait un grand pas et on voit à quel point le rythme d'évolution de l'humanité n'a rien à voir avec le rythme d'évolution d'un individu. Il est beaucoup plus lent, mais on peut mesurer cette vision. Qui, maintenant, en Occident, pourrait parler comme ça? Voilà.
les indigènes, en parlant de ceux à qui appartenaient les nations. Voilà, en réalité. Donc, cette utilisation d'un terme emprunté au vocabulaire colonial veut imputer à la domination de l'Occident la condition des pays d'outre-mer, alors que ceux du pourtour de l'Empire russe sont censés y échapper du fait de leur présence sur le continent de la métropole. Ainsi, Azéris et Kirghizes comptaient-ils au second monde, en dépit d'un décor et d'un état social qui auraient dû les ranger dans le troisième. L'expression polémique a été poussée plus loin encore par Régis Debray. Pour lui, l'invention du tiers-monde, cette projection fantastique du tiers-État de la France d'avant 1789, par le monde capitaliste moderne, est un coup de génie de l'idéologie bourgeoise. Bien entendu, c'est complètement méprisant en réalité, cette idée. Enfin, je ne sais pas si elle était vraiment, si la base était méprisante, mais en tout cas, l'évolution de ce concept est devenue quelque chose de péjoratif, en somme, à un certain moment. Voilà, il y avait l'Occident d'un côté, le monde industriel, et puis le tiers-monde. Et évidemment, cette terminologie a été remplacée. Reconstitution après coup d'un mythe à partir d'un cas d'auto-mythification. En réalité, lorsqu'en 1952, Alfred Sauvy lança la formule « Nul machiavélisme ne l'inspirait ». Ah voilà, c'est important de savoir ça. D'un point de vue didactique, il observait qu'à l'écart des mondes libéral et socialiste apparaissait un troisième regroupement, celui de pays marqués par le sous-développement et désireux d'en sortir sans s'aliéner au premier monde ou au second. Cette volonté de promotion donnera naissance en 1957 à l'OCDE, à l'expression pays en voie de développement. Voilà, alors c'est là où c'est quand même, c'est là où on voit le narcissisme occidental malgré tout, même si il est inconscient, mais en voie de développement, comme si les pays donc du tiers-monde n'avaient pas un développement qui était déjà bien plus loin, finalement, spirituellement parlant, je pense, que ne l'était le monde occidental. Ben, il suffit de voir justement les valeurs qui sont les valeurs, par exemple, prenons-les à travers l'hindouisme, les valeurs de justement cette quête d'atteindre l'éveil. C'était quelque chose qui était vraiment diffusé, qui faisait vraiment partie de la société. Ce degré ultime de la spiritualité était vraiment intégré dans la spiritualité. La sagesse dans le monde musulman, elle était intégrée dans la vie. Alors qu'en Occident, cet état-là, en réalité, la religion était beaucoup plus un système politique, un système, euh, un système de société. C'était le côté spirituel était tout au plus dissimulé au fond des monastères et encore c'était pas cette vision de la haute spiritualité d'atteindre la béatitude, oui, elle était présente, elle existait, mais avec beaucoup moins d'intensité que dans les sociétés
dites non civilisées ou pas. Voilà, bref, c'était la valeur qui a été posée, c'était l'industrialisation. Alors oui, au niveau industrialisation, le monde occidental était beaucoup plus industrialisé. Mais au niveau euh, spirituel, il était beaucoup moins développé que les sociétés anciennes qui avaient vraiment sophistiqué un art de vivre en définitive. Voilà, et qui mettaient au second plan la technicité, la technologie, etc. C'était quelque chose qui, bon, il y avait du progrès qui se développait, mais enfin, c'était pas ça qui était la priorité. Et ce n'est pas normalement la priorité. Alors, évidemment, le progrès est fondamental pour l'évolution de l'humanité. Et c'est très bien que ce soit l'Occident qui se soit chargé d'ouvrir la brèche sur cette voie-là pour atteindre l'état de perfection. Mais l'état de perfection, c'est l'extase qui en rythme la finalité, qui est le plus important. Donc, le, le, le progrès technique, c'est juste l'écrin dans lequel l'être humain pourra, grâce auquel l'être humain pourra vivre en paix, en fraternité, etc. Et dans une sérénité absolue qui lui permettra de, de, de vivre cet état d'extase facilement. Voilà. Cette volonté de promotion donnera naissance en 1957 à l'OCDE, à l'expression pays en voie de développement, qualifiée de fiction polie par un expert aussi autorisé que Tibor Mende, convaincu de l'impuissance du mythe du progrès linéaire à vaincre les entraves au développement. Voilà, pour lui, il était convaincu que le progrès ne pouvait pas amener cela. Parce que le progrès, il était synonyme à cette époque-là d'oppression. C'est clair qu'il était là, ce progrès. Mais d'abord, il avait montré un visage totalement monstrueux quand il s'est initié dans la Première Guerre mondiale, puis dans la Seconde Guerre mondiale. Le progrès, à ce moment-là, il était désespérant, évidemment. C'est maintenant peut-être qu'on va pouvoir commencer à penser que le progrès a peut-être bien orienté, peut-être orienté pour le bonheur des hommes, et non pas pour l'oppression des hommes, et non pas pour maltraiter les hommes, etc. On commence à penser comme ça. C'est pas encore la réalité, hein. On développe là, à l'instant présent, là, le nombre de chercheurs qui essaient de développer toutes les techniques pour tuer leurs semblables, pour faire des armes complètement hallucinantes, eh ben, il y en a en pagaille. Et cette énergie créatrice, elle pourrait être orientée, si on était conscient du sens de l'humanité, que notre sens c'est d'amener cette humanité à sa perfection, toute cette énergie créatrice, elle serait dirigée vers le bien de l'humanité, de l'humanité en général. Voilà. Être du tiers-monde, selon Jacques Berck, c'est vouloir en sortir et n'y être pas parvenu. Or, constater l'échec du tiers-monde, c'est rechercher moins les responsabilités de ses gouvernants que celles des pays industrialisés. Bien entendu, parce que les pays industrialisés, c'est un petit peu pourquoi la responsabilité doit être portée malgré tout en priorité sur l'Occident, les pays industrialisés, plutôt que ce tiers-monde qui était maintenu dans cet état-là. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on, le responsable, c'est celui qui a l'autorité, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui imprime euh, les règles sur l'autre. Et en fait, voilà, bien entendu que
les dictateurs qui acceptaient de collaborer avec l'Occident, de sortir les richesses de leur pays et de les installer en Suisse ou dans les pays européens, ont une large part de responsabilité. Mais le responsable, c'était celui qui, justement, promettait d'amener les progrès sociaux, etc., les progrès philosophiques, etc. Donc c'était à l'Occident de dire, voilà, il faut se comporter comme ça, en termes de politique, il faut aller vers la démocratie. Vous ne pouvez pas... voilà, c'était très facile de proposer ce genre de conduite. Simplement, si ça n'a pas été fait par l'Occident, c'est parce que derrière la démocratie, il y avait la fin du pillage, évidemment. Parce que s'il y avait des élections dans les pays colonisés, enfin anciennement colonisés, eh ben, les opposants se seraient fait élire sur l'idée de garder leurs matières premières, d'enrichir leur pays, de ne pas sortir d'argent euh, de, voilà, de ne pas piller le pays à des fins personnelles, etc. Donc, c'est bien l'Occident qui voulait préserver ces chefs d'État serviles et corrompus, en réalité. Et donc, voilà, à mon sens, c'est là où on doit poser le truc si on veut faire évoluer les situations. Mais quoi qu'il arrive, maintenant, la société civile dans tous les pays, dans tous les ex-pays colonisés, les jeunes, la jeunesse et les peuples sont complètement conscients de tout cela et n'ont plus du tout envie de laisser passer, de continuer dans ces 50 années post-coloniales. Le néocolonialisme est fini, voilà, quoi qu'il arrive maintenant, mais véritablement, il faut que l'Occident commence à, à, à penser en termes d'égalité, de respect absolu d'autrui, etc., de partage des richesses, et tutti quanti. Si 20% de la population mondiale monopolise 80% des ressources, alors quand il a écrit cet ouvrage, René Jean Dupuy, en 1991, faut resituer cela à cette époque-là. Si 20% de la population mondiale monopolise 80% des ressources, si la faim tue chaque année 80 millions de personnes, à l'époque c'était ça, et là encore, les responsables étaient l'Occident. Parce qu'il était déjà, on avait les moyens de nourrir l'ensemble de la population. On a les moyens, on a l'argent pour offrir à chaque être humain, là, sur cette planète, un salaire universel de vie, de manière à ce qu'il n'ait pas besoin d'être en esclavage pour une misère et qu'il y ait des êtres humains qui vivent sans toit, etc., etc. Donc on a tous ces moyens-là, sont là. On a vraiment tous les moyens. Et on voit le gaspillage, quand on connaît le gaspillage, la mauvaise organisation, etc., alors que ça serait extrêmement facile d'arriver à un partage clair et net des richesses. Ben voilà, à son époque, 80 millions de personnes, soit 3 fois plus que la Seconde Guerre mondiale en 5 ans. Chaque année, 80 millions. C'était hallucinant. Et je pense qu'il y a encore, je ne sais pas, voilà combien, sous ce néolibéralisme qui a été une débauche de consommation,
on peut accepter ce... Si on accepte ça, c'est parce que simplement les médias n'ont plus le pouvoir d'indigner l'être humain. Parce que si pendant un mois, les médias, l'ensemble des médias occidentaux chaque jour parler de ce scandale, qu'il y ait des pays qui sont où des êtres humains meurent de faim, où des êtres humains sont oppressés, n'ont aucune liberté, sont encore sous forme d'esclavage, travaillent comme, etc. Si nos médias pointaient du doigt ces scandales, en une semaine, les chefs d'État occidentaux changeraient cela. Il suffirait que vraiment il y ait une charge, quoi, hein, une indignation absolue. Le peuple réclamerait d'office que ces injustices cessent, parce que l'être humain, il est fraternel naturellement. C'est juste parce que le système s'est organisé, cette oligarchie s'est organisée pour disposer des médias et d'avoir les médias à son idéologie, voilà, sous sa coupe en somme, qu'il peut faire ça. Parce que c'est même un journaliste digne de ce nom, n'importe quel journaliste digne de ce nom, serait révolté et chercherait à changer ce genre de choses. Voilà. C'est à l'insuffisance de leur aide qu'on impute cette misère encore accélérée par une baisse de matières premières, elle-même facteur de croissance pour le monde industriel. Dès lors, pour survivre, les tiers-mondistes s'est-il voulu mythe de combat. Voilà. Alors à cette époque-là, il y a eu il y a eu une sorte de tentative de se fédérer, je pense, pour justement lutter contre cet Occident qui, qui ne se comportait pas correctement sur l'échelle de la planète. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Et je suis désolé, elle n'est pas très... Je suis mal oxygéné, donc c'est un peu compliqué de pouvoir rassembler toutes mes idées. Voilà, à chaque fois quand je suis dans un état un peu comme ça, ça, ça fait des vidéos un peu poussives, on pourrait dire. Voilà, qui cherchent les mots. Voilà, merci de votre écoute. À bientôt.